Oui, nous avons été coupés là. Donc, je reviens rapidement parce que bon, c'était déjà presque 1 heure dans l'autre première partie. Ça, c'est la deuxième partie, juste pour euh, enchaîner, n'est-ce pas, à la suite de ce que nous avons développé tout à l'heure en matière de gouvernance dans notre pays et certaines incohérences qui font tellement mal qu'on a parfois envie de pleurer. Bon, ce que nous voulons, ce que nous voulons faire comprendre aux Camerounais, c'est que quel que soit ce que nous vivons actuellement, nous n'avons pas besoin d'être cyniques. Nous n'avons pas besoin de faire comme si nous étions plus Camerounais que les autres. Nous n'avons pas besoin de faire croire aux autres que nous sommes plus patriotes que les autres. Quel que soit ce que nous faisons, c'est parce que quelque part, nous avons de l'amour pour notre pays. Chacun donc à son niveau aime son pays. On veut juste faire comprendre à chaque compatriote camerounais que peu importe le niveau où vous vous trouvez, l'urgence actuellement, c'est de travailler en sorte qu'on asseye des institutions responsables où il y a moins de corruption, moins de détournement des fonds publics et surtout beaucoup de bonne gouvernance. Ça, c'est la lutte qui doit interpeller tous les Camerounais. Donc, peu importe votre formation politique, peu importe votre origine ethnique, peu importe votre institution universitaire, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir pitié des prochaines générations de Camerounais. C'est aussi de comprendre le contexte géopolitique dans lequel nous évoluons pour parvenir à faire preuve de beaucoup de maturité. Parce que ce qui n'est pas envisageable, c'est de faire en sorte que les Occidentaux nous utilisent, n'est-ce pas, comme les bêtes de somme, nous donnent les armes pour nous entretuer sur la base des divergences ethniques, parce que c'est souvent ce qui arrive. Lorsque les Occidentaux sont intéressés par les matières premières, il suffit pour eux d'envoyer des mercenaires et les armes, d'identifier des groupes puissants et de les armer. Alors, la guerre est partie pour au moins 25 ans. Et vous vous entretuez dans cette logique-là pendant que eux, ils exploitent les matières premières, que ce soit le pétrole, l'or, le diamant, les bauxite et autres. C'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est valable pour des pays comme la République démocratique du Congo. Les gars ont déjà perdu plus de 8 millions d'habitants. C'est valable pour les pays comme la Libye. C'est valable pour les pays comme l'Angola. C'est valable pour des pays comme le Rwanda. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand nous parlons, les Camerounais peuvent nous insulter, dire que voilà, on parle seulement sur les réseaux sociaux. La curiosité dans cette façon de dire, c'est que eux-mêmes, quand ils viennent pleurer, c'est toujours sur les réseaux sociaux. Que vous vous trouviez aujourd'hui dans n'importe quel coin du Cameroun, la seule plateforme où vous pouvez vous exprimer, c'est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité d'évaluer ce qui se passe en Centrafrique, au Tchad, au Mali, en Guinée, au Niger, ainsi de suite, pour nous protéger contre la prédation du néocolonialisme. C'est ça l'enjeu dans le combat que nous sommes en train de mener. La vérité, c'est que la France est dépassée en Afrique. Il faut que les gens reconnaissent cela. Ce n'est plus facile d'être colonisateur. Donc, la Russie est entrée en Centrafrique. D'ici 2022, les gars vont adopter le russe comme la langue de l'éducation en Centrafrique, aux côtés de Sango. C'est grave. Alors, à Niamey, la population s'est soulevée contre la présence de l'armée française là-bas. En Guinée, les Guinéens ont invité les Russes pour protéger ses intérêts au sol. Au Mali,
C'est toujours la même logique. Et le Tchad est en train de voir les voies et moyens pour avoir la coopération avec les Russes. L'Algérie a gagné la guerre des indépendances grâce à sa coopération avec la Russie. Et l'Algérie est en train d'envoyer un contingent impressionnant de militaires au Mali, au nord à la frontière avec l'Algérie. Qu'est-ce que cela devrait nous enseigner au Cameroun? Nous avons beau raconter partout que nous sommes les meilleurs élèves de la France, et ainsi de suite. Ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est le rapprochement des autorités camerounaises avec la Chine pour continuer à s'endetter. Et je parle avec la preuve. Il y a un projet de chemin de fer qui va de Kribi à l'est du pays jusqu'au Congo pour exploiter les minéraux de l'est du pays à hauteur de beaucoup de milliards. Et ceci par l'entremise, n'est-ce pas, de la Chine. C'est une stratégie de contournement que le gouvernement est en train de vouloir utiliser. Parce que bientôt, la pression au niveau de l'Union européenne va continuer. Les États-Unis ne seront plus très amenables avec les décisions que le gouvernement prend dans les zones de conflit, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Très stratégiquement, donc, le gouvernement camerounais essaie de se rapprocher du bloc communiste, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Est-ce que c'est une stratégie qui est bonne pour l'avenir du Cameroun? Je ne crois pas. Vous savez pourquoi je ne crois pas? Je ne crois pas parce que Sékou Touré a tenté la même stratégie. Regardez le niveau de la Guinée aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que les autorités camerounaises ont plus de chance à réunir les Camerounais. Je dis tous les Camerounais, même ceux qu'ils considèrent être les ennemis, autour d'une table, pour définir déjà ses priorités sur 25 ans et mobiliser les Camerounais en faveur du développement tout en adoptant les réformes de grande envergure, ne serait-ce qu'après le départ de M. Paul Biya. Si on ne fait pas ça, c'est que le Cameroun va s'éclater. Ça, c'est ce que moi je dis. Si après M. Biya, les cercles autour de lui essaient de confisquer le pouvoir, ce qui va arriver, ça sera la division du Cameroun. Malheureusement. Parce que je ne vois pas comment les tractations qu'il y a autour de Paul Biya ne vont pas déclencher des conflits à l'intérieur du RDPC. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir sans un conflit. Ça, c'est le premier point. Le second point, le Cameroun est déjà extrêmement polarisé. On voit déjà des fissures. Quand on parle du mouvement de 10 millions dans le Grand Nord, c'est déjà 3 régions du pays. Lorsqu'on observe l'ouest du pays, c'est clair qu'il y a des problèmes, des sérieux problèmes. Quand on regarde l'est du pays est coupé du reste du Cameroun. Et quand on voit dans les tractations autour du RDPC, cela ne présage pas des bons augures. Donc voilà pourquoi moi, en tant que Camerounais, quand j'observe ce genre de truc, le rôle que moi je peux jouer, c'est de chercher à éveiller les consciences, en sorte que les gens pointent le doigt sur les bonnes questions et essayent d'éviter de polariser le débat sur la base ethnique, sur la base partisane, parce que à un moment donné, ça ne sera pas pertinent. À un moment donné, il faudra qu'on se regarde comme des Camerounais et il faudra qu'on essaie de se protéger contre les prédateurs impérialistes. Et c'est ça l'enjeu dans le combat politique que nous menons.
Nous devons être suffisamment intelligents pour ne pas tomber dans le piège de la prédation internationale. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, nous devons suffisamment nous aimer en tant que Camerounais pour ne pas donner l'excuse au groupuscule international d'investir le Cameroun avec les armes. Et là, si on commet cette erreur, nous serons partis pour encore un demi-siècle de misère. Et ça sera trop tard. Nous avons des leaders intelligents, nous avons des leaders éclairés. Nous pouvons faire confiance à ces leaders-là. Mais ce que nous pouvons demander à ces leaders, c'est qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est très important. Même quand vous ne vous aimez pas, essayez toujours de collaborer. Oui, parce que c'est dans la collaboration que naît le consensus. On ne peut pas lutter pour l'avenir du pays, chacun dans sa chambre. On ne peut pas. Donc c'est pour cela que nous décourageons des comportements où on passe tout le temps à accuser les autres. Voilà, tel est traître, tel est ceci. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas des débats vraiment pertinents. Hein? Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un de traître quand vous n'avez même jamais rapproché la personne. Hein? Chacun travaille dans son côté. C'est ça le malheur au pays. Vous voyez, ici à Fourmi-Maillan, vous voyez, on invite tout le monde. Chacun donne son avis. Et voilà, c'est une stratégie de rassemblement. Et c'est pour cela que j'apprécie cette plateforme. Parce que peu importe votre opinion, vous venez ici, vous dites ce que vous pensez, on balance ça sur la toile, les gens vous écoutent. S'ils trouvent que vous êtes pertinent, ils vont continuer à vous écouter. Vous comprenez? Ce qui n'est pas bien, c'est cette inclination de certains Camerounais à toujours accuser les autres d'être des diables. C'est ça, moi je ne fais pas ça. Si j'ai du grief contre un groupe, contre quelqu'un, je vous explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous comprenez? Sans toutefois vous stigmatiser, je ne vais pas vous taxer de traite. Parce que nous n'étions pas ensemble. Nous n'avions pas tenu une réunion, signé des clauses dans cette réunion-là, et vous m'avez vu auprès du RDPC en train de vous vendre. Je ne ferai jamais cela. Je suis foncièrement opposé au modèle de développement que nous avons aujourd'hui dans notre pays, au fonctionnement du gouvernement dans sa forme actuelle et aux décisions du gouvernement qui nous ont conduits à la guerre. Je suis foncièrement contre cela et de manière cohérente. Donc, rien que sur cette base, il n'y a aucune raison pour moi d'applaudir le gouvernement dans sa démarche qui nous a installés dans la guerre. C'est ça. Donc, il s'agit donc là d'être cohérent, d'apprendre, n'est-ce pas, à tolérer la différence, de prendre pour allié, pardon, de prendre pour allié chaque Camerounais qui se bat à son niveau pour le changement et de mettre en mouvement tout un réseau qui peut créer une synergie en faveur du changement. C'est ça la logique. Donc, que vous soyez en Europe, aux États-Unis, en Inde, au Cameroun, si nous nous levons d'une seule voix pour dire que non, nous sommes contre la guerre, le gouvernement va nous écouter. Oui, parce que le gouvernement sera paralysé par la force de cette opposition. Mais quand chacun dit non dans sa chambre, ça n'inquiète pas le gouvernement. Et dans ses intérêts, tant que le gouvernement n'est pas menacé dans ses intérêts, le gouvernement ne bouge pas. Il y a une Coupe d'Afrique qui se prononce là, d'ici l'horizon 2022. Vous pensez que si les Camerounais se lèvent aujourd'hui et décident de boycotter cet événement-là, ça ne va pas faire paniquer le gouvernement va réagir. Si vous dites que vous n'allez pas mettre pied au stade, on ne dit pas d'aller créer des scandales, non. Vous dites que pour tel événement, je ne mets même pas pied dehors parce que je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement fait. Ils vont investir des milliards, mais si les stades sont vides, ça sera un échec. Donc, c'est pour cela que nous interpellons les autorités pour dire que quand il y a des décisions à prendre au nom des Camerounais, la démarche la plus intelligente est celle qui privilégie la légitimité au-dessus de la légalité. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours sélectionner des escrocs pour parler au nom des Camerounais alors qu'en principe, ils ne représentent rien. C'est ça la vérité. La légitimité, qu'est-ce qui vous confère la légitimité?
C'est le peuple, d'abord, ensuite votre compétence, et par ailleurs, votre capacité d'être intègre. C'est ça qui donne la légitimité. Donc vous avez des gens qui ont tendance souvent à s'exprimer au nom des Camerounais, qui n'ont reçu aucun mandat de Camerounais, qui n'ont aucune expertise, aucune compétence, mais qui vous disent carrément qu'ils sont les fils de la République. Tout ça. Ça, c'est des scammers. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. Ils vous embarquent dans les discours populistes, et lorsque vous regardez de près, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Parce qu'ils peuvent défendre une chose et son contraire en fonction des intérêts qui sont en jeu. Dès que leurs intérêts sont menacés, ils perdent la tête. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour une fois, il faut que les Camerounais, à un moment donné, travaillent déjà pour dire la vérité. Ensuite, pour protéger les intérêts du Cameroun. Et par ailleurs, pour organiser les Camerounais à travailler ensemble. Oui, parce que le gouvernement a peur du mot ensemble. Hein? Quand nous nous débrouillons chacun à son niveau, le gouvernement est très content. C'est très facile pour le gouvernement d'infiltrer les petits groupes avec des petits arnaqueurs et voilà. Au bout de 2, 3 ans, 4 ans, le groupe explose et on n'en parle plus. On n'a pas besoin de ça. Or, s'il y a une dynamique basée sur la compétence, la légitimité, l'expertise, c'est impossible d'envoyer vers vous quelqu'un qui n'a pas de compétence. Vous comprenez? Parce qu'il y a quand même des domaines de prédilection où même si on fabrique quelqu'un, il ne peut pas s'en sortir. Hein? Tout le monde peut devenir influenceur, mais tout le monde ne peut pas devenir expert. C'est pour cela que je fais la différence entre les personnes ressources au Cameroun et les influenceurs. Les influenceurs, c'est des gens qui cherchent le buzz. Quelqu'un se met sur la toile, il crie. Après des semaines, parce qu'il a trop crié, les gens essaient d'écouter ce qu'il dit, il ne sait plus quoi dire. Mais les personnes ressources, ils n'ont même pas besoin de s'exprimer. Il faut simplement qu'ils soient invités par rapport à une question. Ils se prononcent même en 2 minutes et vous voyez qu'il y a de la pertinence. Or, ceux qui crient là, quand vous observez ce qu'ils font, dans le fond, est-ce que c'est des gens qui ont la substance? Non. Il suffit de les écouter pendant une dizaine de minutes. Ça vous fatigue parce qu'ils répètent la même chose et parfois ils ne sont même pas bien renseignés sur ce qu'ils racontent, parlent sous forme de slogan et par la suite, il n'y a plus rien. Vous regardez au niveau de leur carnet d'adresse, ils n'ont personne. Parce que pratiquement, ils n'en ont pas. Donc, ils font ces bruits-là pour faire le chantage au gouvernement. Et dès que le gouvernement écoute ce qu'ils disent, leur donne de l'argent, alors c'est fini, hein? Ils disparaissent. Ils deviennent autre chose. Vous avez vu dans les différents groupes partout, des gens qui hier étaient virulents contre le gouvernement, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'ils ont été virulents et ils se sont fait distinguer, le gouvernement a envoyé les émissaires avec les mallettes d'argent, et une fois qu'ils ont récupéré leur pactole et signé des contrats, ils se mettent, n'est-ce pas, à trahir leurs camarades dans des groupes qui travaillaient pourtant pour la libération du Cameroun. Vous voyez que c'est malheureux. C'est très malheureux. Donc, pour dire que ça ne sert à rien de se mettre ensemble pour proférer des discours populistes, alors que dans le fond, on ne croit même pas à ce qu'on dit. Je vais prendre pour preuve un exemple très banal. Bon, à la veille de chaque élection, vous allez voir monter en puissance des groupes radicaux, en commençant par des groupes qui vont se réclamer d'être de la mouvance panafricaine. C'est les plus gros scammers que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous pouvez me dire, en toute honnêteté, quelle est la pertinence d'un Camerounais de se revendiquer de la mouvance panafricaniste qui pratique du tribalisme? Est-ce qu'on peut être panafricaniste et tribaliste en même temps? C'est deux concepts qui se contredisent.
Un panafricain, c'est quelqu'un qui milite pour un gouvernement panafricain, c'est-à-dire l'Union africaine, avec des institutions politiques comme les États-Unis d'Afrique, avec une politique monétaire au niveau du continent, avec une même zone d'échange économique. Ça, c'est un panafricain. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez embrassé cette vision, cette idéologie, alors, ce n'est plus très pertinent de commencer à regarder autour de vous pour dire que non, tel est Bamileke, tel est Owondo, tel est Betty, tel est ceci. Parce qu'il y a déjà 54 États. La balkanisation de l'Afrique, c'est déjà un problème, un frein pour le panafricanisme. Donc, vous sortez donc en public, dites que vous êtes panafricain et que tout ce qui est blanc est mauvais pour l'Afrique. Ça, c'est le discours des panafricains. Quand vous le dites, pour beaucoup, ils ne vivent même pas sur le continent. Ils sont en Europe, dans des institutions européennes. Après avoir dit ça, ils sont les premiers à chercher des contacts et des réseaux autour des dirigeants africains pour avoir une certaine influence. Dans ces cercles-là, gagner de l'argent auprès de ces dirigeants africains, mais ils sont panafricanistes. Vous y comprenez quelque chose? Or, dans la réalité, les dirigeants africains que vous voyez là sont soutenus et maintenus par les Occidentaux. Parce que c'est un club. Pourquoi les Occidentaux soutiennent donc ces potentats en Afrique? C'est que parce que ces dirigeants ne sont pas légitimes, ils sont pour la plupart minoritaires, rejetés par leur population. La seule légitimité que ces dirigeants peuvent avoir, c'est de faire l'esclave des dirigeants occidentaux pour bénéficier de leur protection en cas de soulèvement populaire. Donc, vous voyez donc, la classe politique africaine s'organise à créer une prébande en faveur des dirigeants occidentaux et contre les populations africaines. Mais ceux qui sont les intellectuels en Afrique viendront se réclamer d'être panafricains, soutenir les dirigeants africains sous prétexte que le blanc est mauvais, alors que c'est le blanc qui sponsorise ces gouvernements, que lui-même soutient dans les couloirs diplomatiques. Vous y comprenez quelque chose? Alors, quand je regarde ça, je dis que les gens qui se réclament du panafricanisme là, c'est franchement des vrais plaisantins. Des vrais plaisantins. Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et c'est pour cela que je ne suis pas très enthousiaste avec ces groupes. Et tout simplement pourquoi? Les géants asiatiques n'ont pas eu besoin du panasiatisme pour se développer. Les Européens non plus. Ils n'ont pas eu besoin du pan-européanisme. Alors, je ne sais pas comment les Africains sont parvenus à croire qu'une fois que quelqu'un se met à répéter un slogan favorable au panafricanisme, cela va automatiquement libérer les Africains. C'est pour cela que moi, je suis de la mouvance très pragmatique. La mouvance très pragmatique, pourquoi? Parce que vous savez, il y a eu l'esclavage en Afrique. Les pays occidentaux ont sponsorisé l'esclavage. Mais parmi ces occidentaux-là, il y a eu des hommes blancs qui ont combattu l'esclavage. Parce que l'humanité, ce n'est pas une affaire de race. Pour être choqué par rapport à une injustice, vous n'avez pas besoin de race pour ça. Donc je crois à l'universalité de l'humanisme. Quand quelque chose est juste, elle est juste pour le noir, elle est juste pour le blanc. Quand elle est injuste, elle doit être injuste pour tout le monde. C'est pour cela que je ne fais pas de la surenchère raciale. Je prends les gens sur la base de leurs convictions.
C'est de la même façon au Cameroun. Lorsqu'il s'agit des tribus, je ne suis pas trop influencé par les stéréotypes du genre telle de telle tribu est foncièrement mauvaise parce que. Ce n'est pas un discours qui m'enchante. Je condamne d'ailleurs cela. Tout simplement parce que je crois que nous pouvons, sur la base de nos convictions, faire beaucoup de choses. Nous pouvons nous départir de nos prisons, n'est-ce pas, identitaires. J'appelle ça les prisons identitaires tout simplement. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, on est quelque part, on appartient à une communauté. Mais si on veut se développer, on doit pouvoir aiguiser sa compréhension de manière à s'ouvrir à d'autres sensibilités. C'est exactement ce que nous essayons de faire. C'est pour cela que nous allons à l'école. Et là, l'importance de l'école n'est plus à démontrer. Parce qu'à l'école, vous apprenez à avoir des camarades en dehors de votre communauté, en dehors de votre race, au-delà même de votre expertise. Et justement, une fois que vous êtes éduqué, vous êtes instruit, vous devenez un progressiste. Ce qui vous amène à comprendre la valeur de la diversité. Et une fois que vous avez compris la valeur de la diversité, il devient naturel pour vous d'être tolérant. Et une fois tolérant, vous développez la capacité de vous remettre en question. Parce que c'est beaucoup plus dans nos zones d'inconfort qu'on parvient à retrouver le succès. Alors, évitons d'être très confortables dans nos prisons identitaires pour aller plus loin. En essayant de trouver de l'inconfort dans la diversité qui donne la possibilité d'évoluer. Donc on n'est pas forcément très développé parce qu'on vit avec les nôtres, mais on devient plus mature parce qu'on a appris à accepter les différences. Donc c'était un peu le message que je tenais à passer pour aujourd'hui, pour dire que par exemple, dans les tractations à la FECAFOOT, que ce soit M. Seydou Bobo Njoya ou que ce soit M. Samuel Etofis, ce ne sont pas mes candidats. Pourquoi? Tout simplement parce que le cadre juridique sera explosé par M. Abdurrahman et le cycle va recommencer. Donc je me serais rendu très ridicule de choisir entre les deux candidats qui vont être bloqués par la suite parce que le cadre institutionnel et le cadre juridique ne sont pas bien. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas choisir un des camps. Je m'abstiens, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'ils vont dire, ça ne m'intéresse pas. Et je suis très très navré que nous n'ayons pas suffisamment de cran pour faire ce qui est juste afin de doter nos institutions des personnalités légitimes capables de faire des réformes qui soient profitables à tout notre pays. Donc, et voilà pour les problèmes de tribalisme au Cameroun. Donc j'estime qu'il est de bon temps que l'on se mobilise davantage pour barrer la route, n'est-ce pas, au tribalisme au Cameroun. C'est un sentiment qui devrait nous faire honte. Imaginez un peu quelqu'un comme moi, je vis aux États-Unis depuis 2006. Ça fait 15 ans déjà. Que je me mette à haïr un Camerounais parce qu'il est Bassa, parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est Ewondo. Mais franchement, je vis avec les Blancs sans aucun problème. Alors qu'il y a le racisme dans ce pays. Ce n'est pas au Cameroun que je vais me mettre à chercher la fidélité au nom de ma communauté. Et c'est cela en créant l'animosité contre d'autres. Non, c'est ça. Je prie Dieu que je ne tombe pas dans ce genre de piège. Franchement. Est-ce que ça veut dire que si je trouve un baboun qui est abusé dans ses droits, je ne vais pas le défendre? Par peur que les gens vont dire que non, je le fais par pur tribalisme. Non. La vérité, c'est que
Chacun a une conscience. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est juste, c'est juste. Si un Bamoun est dans ses droits et qu'il est abusé dans ses droits, je ne vais pas hésiter de le défendre, peu importe ce que les gens vont dire. De la même façon, si je trouve un Bamoun qui a fauté, je ne vais pas hésiter de le condamner, peu importe ce que la communauté Bamoun aura à dire. Parce que généralement, ce qui arrive, si vous condamnez un membre de votre communauté, les gens qui sont dans son cercle vont dire que voilà, vous êtes en train de trahir votre communauté. Je ne suis pas dans cette logique-là. Ça, c'est clair. Il faut que les gens comprennent cela. Il ne me traversera jamais l'esprit de défendre un Bamoun qui a volé de l'argent. Je ne peux pas faire ça. Ou qui est un escroc. Je ne peux pas. Mais, si un Bamoun est juste, il est dans ses droits, et je trouve qu'il est abusé, je vais lui apporter mon secours. Ça, sans aucun problème. Oui, c'est ça. Nous devons avoir de la solidarité pour les gens qui sont abusés dans leurs droits. Ça, c'est tout à fait naturel. De la même façon, si un Camerounais qui n'est pas Bamoun a des problèmes, et je suis au courant de cela, sur ma page, je vais défendre la personne de manière naturelle, sans rien attendre de la personne. Rien. Parce que je ne le fais pas pour cette personne, je le fais pour moi. Hein? Quand on arrête un Camerounais qu'on balance en prison, on peut m'arrêter et me balancer aussi en prison. Hein? Alors, pendant que je suis libre, je me dois de défendre des gens qui sont privés de leur liberté tant qu'ils sont dans leurs droits. Parce que demain, quelqu'un peut m'arrêter et les autres auront aussi de la sympathie pour moi. C'est comme ça. Cela n'a absolument rien à voir avec la tribu. C'est tout simplement une question de bon sens. C'est une question d'activisme en faveur de la justice sociale. Et c'est cette logique qui doit animer notre prise de position. C'est pour cela que nous devons donc éviter parfois de prendre pour cible des innocents dans des situations parfois bizarres. Parce que cela décrédibilise notre message. Beaucoup de cohérence, beaucoup de travail de discernement, beaucoup de maturité aussi, et moins de populisme. Si on essaie de réfléchir comme ça, je pense que d'ici les prochaines 5 années, nous aurons avancé beaucoup sur le terrain du changement. Merci donc de votre aimable attention. Vous passez une très bonne soirée. Désolé pour l'autre audio qui s'est coupé. Ça, c'était juste la deuxième partie. Donc, si vous n'avez pas été avec moi dans la première partie, vous pouvez reprendre la première partie après avoir suivi la deuxième partie. Merci et à très bientôt. C'était le docteur Abdelaziz Chal.